Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La construction du barrage Koukoutamba, les questions environnementales préoccupent les spécialistes. Il est envisagé la création d'un parc national pour protéger les chimpanzés. 29 véhicules pour la direction générale des douanes, un geste du gouvernement guinéen qui vise à faciliter la mobilité des soldats de l'économie sur le terrain. Au sommaire encore, sport, la CAN totale des cadets 2017, le séjour ce dimanche contre le Gabon, les préparatifs vont bon train. Conakry, 10 mai 2017, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a reçu ce mercredi au palais Sékou Touré le prince Idriss Al-Sanoussi, fils du roi Idriss Ier. Les entretiens ont porté sur la résolution de la crise libyenne. D'autres sujets liés au développement du continent ont été évoqués. Sanoussi Keïta revient sur les temps forts de cette rencontre. Engagé dans la crise libyenne en vue d'une solution pacifique, le président en exercice de l'Union africaine reçoit en audience le prince Idriss Al-Sanoussi, fils du roi Idriss Ier de la Libye. Les échanges entre le professeur Alpha Condé et le prince Al-Sanoussi portent sur les voies et moyens devant permettre au peuple libyen de retrouver très rapidement la paix et la stabilité. Visiblement, le prince est ravi de la voie empruntée par professeur Alpha Condé pour trouver à la crise libyenne une issue favorable. Nous remercions son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette invitation et l'entretien que nous avons eu ce matin avec son Excellence nous rassure que nous sommes en train de mener des démarches devant nous permettre de trouver une solution pour la crise libyenne. En tout état de cause, nous sommes disposés et nous sommes disponibles pour toute proposition allant dans ce sens-là. Nous ne demandons pas le retour de la monarchie, mais nous demandons le retour de la Constitution de 1951. Cette Constitution qui a été suspendue n'a pas été annulée et que cette Constitution permettra au peuple libyen de voir une stabilité, de connaître une stabilité sur son terre. Donc, nous remercions encore M. le Président de la République pour l'accueil si chaleureux et nous remercions pour l'hospitalité qu'il nous a accordée pendant le séjour. Nous pensons que la solution militaire n'avancera jamais, que nous ne trouverons aucune solution à cette crise par la voie militaire. Donc il nous faut forcément, c'est la voie militaire qui est en train de rendre la situation plus compliquée et plus difficile. Donc il nous faut forcément une solution pacifique et politique devant permettre à tout le monde de contribuer à l'établissement et au retour de ce pays sous l'ordre constitutionnel que nous avons vu, et nous pensons que seule cette voie nous permettra à la Libye de connaître la stabilité. Nous pensons qu'il faut revoir et revisiter l'accord politique de Skhirat. Cet accord est arrivé à un terme, est arrivé à un moment qui sera difficile que cet accord puisse nous aider à résoudre le problème libyen. Donc cet accord, il faut le revisiter et pour pouvoir amender et voir une autre solution. L'initiative africaine aujourd'hui est à saluer. Cette initiative nous permettra de trouver une solution à la crise. Et que cette initiative soit aussi soutenue par les grandes puissances. Toute initiative et toute proposition qui n'est pas soutenue par ces puissances, il ne sera pas possible que cette initiative ou que cette proposition ait une solution pour la crise. Donc je crois que cette initiative africaine, il faut la soutenir, il faut l'appuyer pour s'en sortir. Nous remercions M. le Président de la République, nous remercions le Président en exercice de l'Union africaine, et nous sommes un membre intégral de la communauté africaine, nous sommes un pays africain et nous ne pouvons pas aller en dehors de l'Afrique et nous resterons toujours africains. Le prince Idriss Al-Sanoussi quitte le palais Sékou Touré satisfait non seulement de l'engagement du président de la République, professeur Alpha Condé, mais également des propositions faites par le président en exercice de l'Union africaine dans le but de trouver enfin une solution consensuelle et pacifique à cette crise libyenne qui perdure.
La construction du barrage de Koukountamba à Tougué doit tenir compte des questions environnementales. Le barrage sera réalisé dans une zone où vivent de nombreux chimpanzés, des espèces intégralement protégées. Les questions préoccupent les spécialistes. La création d'un parc national des chimpanzés est envisagée dans le Moyen Bafing. Les précisions de Mamadou Alpha Baldi. La Guinée abrite la plus grande population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest. Pour maintenir cet acquis, un projet de mise en place d'un parc national de 6000 km² dans le Moyen Bafing est sur le point d'être matérialisé. Il permettra de protéger près de 5000 chimpanzés menacés de disparition. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Et en même temps, dans le nord de la Guinée, il y a quand même un gros problème de déforestation, de changement climatique. Les paysans souffrent du manque d'eau, ce qui diminue aussi la productivité de tous les champs. Donc notre espoir, c'était de combiner un projet de conservation pour la nature, les chimpanzés, avec en même temps un volet important pour soutenir les populations locales. Principal enjeu, comment concilier la prochaine construction du barrage Koukountamba et le futur parc. Le lac du barrage pourrait affecter jusqu'à 1500 primates. Nous avons indiqué que nous avons 3 barrages. Le premier qui est Koukountamba est très avancé et nous sommes engagés à ce que toute l'étude d'impact environnemental soit faite en harmonie avec les exigences pour que les chimpanzés soient protégés, mais également que l'électricité soit produite. Nous avons un immense potentiel énergétique hydro de 6000 MW qui n'exploite qu'à 3%. Donc nous devons développer l'énergie pour transformer nos matières premières. Donc nous ne pouvons pas sacrifier l'un à l'autre, mais les deux doivent aller de l'avant avec le respect de la biodiversité. Et je crois que nous nous acheminons vers une solution. On peut concilier le développement et la protection de l'environnement. L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est ce qui est le plus important ici, à mon avis, à retenir. D'ici à 2020, la Guinée s'est engagée à couvrir 25% de son territoire d'aires protégées. Un engagement fort dans la difficile bataille de protection quotidienne de la diversité écologique. Dans l'actualité encore, le directeur général des affaires africaines de la Chine séjourne en Guinée, Lin Songqian, a visité le chantier du barrage Swapiti, le barrage Kaleta ainsi que l'hôtel Kalum, des infrastructures réalisées par la Chine. Le diplomate se réjouit de l'excellence de relations entre Conakry et Beijing. C'est à la faveur d'une conférence de presse à Conakry. Yaya Silla était de la partie. La Guinée et la Chine sont deux partenaires de longue date. L'heure est à la redynamisation de ce partenariat pour lui donner une dimension économique dans l'intérêt des deux peuples. Au dire du secrétaire général chargé des relations sino-afrique du ministère des Affaires étrangères de la Chine, c'est la nouvelle vision de la diplomatie sino-guinéenne. Le premier acquis, c'est l'établissement d'un partenariat global stratégique. Notre pays fait partie de ces quelques pays africains qui ont ce genre de partenariat avec la Chine. Et le deuxième acquis, dans le cadre de l'industrialisation et de la modernisation agricole de l'Afrique, la Guinée peut également bénéficier de ce forum, puisque j'ai vu hier pendant ma visite à Kaleta et à Swapiti que ce sont des projets. Par exemple, le Kaleta est déjà mis en service, mais Swapiti a besoin de 1,3 milliard de dollars en financement. Je crois que Swapiti peut bénéficier du financement chinois dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Pour le diplomate chinois, outre le renforcement des rapports économiques, la Chine compte matérialiser son attachement à la Guinée en investissant plus dans les infrastructures et la formation. Le plus important acquis du sommet de Johannesburg, c'est donc les 10 programmes de coopération qui visent à réaliser l'industrialisation et la modernisation agricole de l'Afrique. En termes de perspective, l'ambassadeur Lin Songqian a souligné que son pays et la Guinée vont construire leur partenariat sur la base du principe gagnant-gagnant.
Le gouvernement guinéen offre des engins roulants à la Direction générale des douanes. C'est en réponse à la difficile mobilité des douaniers. La remise a été effectuée par le ministre du Budget. Mohamed Seyar Souma signe ce reportage. Ces engins roulants sont composés de 4x4 et de pick-up tout-terrain. Ils sont destinés aux structures déconcentrées de l'administration douanière. À ce jour, les douanes à elles seules couvrent 40% du budget national. Cet appui logistique devra faciliter la mobilité des agents sur le terrain. Les douanes sont partout le long de nos frontières, les 6 frontières que nous avons, et le port ici. Donc c'est absolument important et c'est logique d'ailleurs que ces services puissent disposer des moyens qui leur permettent d'assumer pleinement leur mission. Ils ont la responsabilité non seulement de protéger l'espace économique national, mais aussi de protéger l'intégrité physique et des biens qui entrent et qui sortent de notre pays. Depuis un certain temps, les douanes nationales sont signataires d'un contrat de performance avec le ministère du Budget. À travers ces engins tout neufs, un nouveau défi interpelle les soldats de l'économie nationale, celui d'accroître sa contribution au développement de la Guinée. Nous avons des obligations et le gouvernement, à travers le ministre du Budget, a des engagements également. Donc la dotation de la douane en matériel roulant fait partie de ces engagements du ministère du Budget. Toutes les structures seront dotées, rassure le directeur général des douanes. Une clé de répartition est même établie. Nous avons doté toutes les directions régionales. Il y en a 7. Nous avons également doté toutes les directions préfectorales. Là, nous en avons 13. C'est après que nous avons pensé à la brigade de surveillance, à la brigade spéciale d'intervention rapide de Mamou, et à qui nous avons donné au moins au moins 2 véhicules. Tous les autres ont eu un véhicule et les directions techniques qui sont souvent censées se rendre sur le terrain pour des contrôles ou pour d'autres tâches. Il reste désormais le dispatching de ces 29 engins roulants. Les acteurs impliqués dans la circulation routière étaient en concertation ce matin à Conakry. Il a été question de trouver des stratégies, j'allais dire, visant à limiter les accidents qui continuent d'endeuiller les familles. Les résultats issus de ces travaux seront soumis à l'appréciation des autorités. Ablaye Diallo fait le point. Tout a commencé par 1 minute de silence à la mémoire des victimes de la route. Sur la table de discussion, la problématique des accidents de la circulation routière. Même un Guinéen, c'est regrettable pour tout le peuple de Guinée. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour mettre un mot que plus jamais ça en Guinée. 5 jours, plus de 30 morts sont enregistrés, ce qui alourdit le bilan de la police à 95 cas depuis janvier 2017. Aujourd'hui, en matière de sécurité routière, on a de sérieux problèmes. Appliquer la loi dans le terrain, légalement, sans aucune ambiguïté entre les passagers ou celui-ci. C'est quand la loi est là. Il ne s'agit pas d'avoir une quantité de agents dans la sécurité, il s'agit d'avoir une qualité. Ces multiples accidents enregistrés sur la route de Dubrika attirent l'attention des décideurs. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité invite les acteurs à tous les niveaux d'être plus responsables. L'accident de nos parents de Kabak sur la route de Dubrika nous interpelle. Parce qu'ils sont passés devant nous tous. Devant nous tous. Il peut dire que quand les fautes d'hommes sont une et indivisible. Aujourd'hui, les citoyens n'ont peur de personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ça parce que nous avons laissé faire. Si nous les quittons le terrain, les citoyens occupent la place. Plusieurs autres sujets sont mentionnés à l'ordre du jour. Il s'agit par exemple de la circulation des mototaxis, des camions à conteneurs pendant les heures de pointe, les triples files et les cortèges. Toutes ces questions seront examinées avant de présenter les conclusions aux autorités guinéennes.
Justement, quelques jours après le drame de Guropogia, le syndicat des transporteurs envisage des mesures draconiennes pour sauver les vies humaines et dénonce l'indiscipline des chauffeurs et le non-respect du code de la route et invite toutefois les services de sécurité routière à sévir. Voici le reportage de Maurice Sidivi. Après la série d'accidents tragiques à Dubreka, ces 4 derniers jours, les langues se délient sur les responsabilités des acteurs de la circulation routière. À la gare routière de Madina, l'une des plus grandes de la capitale, c'est le principal sujet de conversation entre chauffeurs et syndicalistes. Le chef de la l'une la plus meurtrière du pays, Conakry Bofa, envisage une nouvelle stratégie. Sensibiliser et donner des consignes fermes aux chauffeurs avant tout départ. L'accident de Dubreka nous a tous endeuillés. Ce qui nous fatigue, c'est la circulation de ces camions-bennes sur cette route. Il y a des chauffeurs de ces camions qui ne savent pas conduire. Certains sont même des apprentis. L'État n'a qu'à définir des heures pour la circulation de ces camions. Ils roulent mal. Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, 327 personnes ont trouvé la mort l'année dernière dans les accidents de la circulation. Des accidents dus essentiellement à l'indiscipline des chauffeurs, la vétusté des routes et le non-respect du code de la route. Tant qu'on ne respectera pas ce code de la route, on fera des accidents graves. Et si la route est mauvaise, il faut essayer de voir comment il faut conduire. Et il faut faire beaucoup attention à la circulation. Et le comportement même de tout le monde, des agents, que ce soit des agents, que ce soit des conducteurs, que ce soit des gens qui achètent les véhicules. Parce qu'en achetant un véhicule, il faut le contrôler. Et je sais que les véhicules ne sont pas contrôlés ici pour le moment. Pour limiter ces cas d'accidents à répétition, le président de l'Union des transporteurs de Guinée préconise la rigueur dans la délivrance des permis de conduire et la visite technique obligatoire des automobiles. Parlant de la problématique des accidents de la route, un spécialiste des transports, Bala Moussa Keïta, PDG de la société Civita, évoque les facteurs qui provoquent les accidents de la circulation. Il était invité de Makale Souma dans le journal de 13h. Écoutez-le. Cause principale, madame, la cause principale. Les accidents de la voie publique, ça provient de trois points nécessaires. Lesquels? La route, si elle est mauvaise, les chauffeurs tueront s'ils ne sont pas conscients. Si elle est mauvaise, les chauffeurs tueront. Et quand c'est bien, c'est la même chose. Si cela dépend du facteur chauffeur, personne. Deuxième point, ça dépend du véhicule lui-même. Si le véhicule est bien et que le chauffeur n'est pas bon, c'est des accidents. Si le véhicule est mauvais et que le chauffeur est bon, ça peut éviter les catastrophes. Ça veut dire que le véhicule lui-même est la plaque tournante, à laquelle plaque tournante, nous, on s'est spécialisé pour faire ce qu'il faut faire. Et malheureusement, très malheureusement, nous n'arrivons pas à fonctionner. Bientôt, la mise en place d'un cadre national de certification et de qualification des diplômes. Un séminaire se tient dans ce sens à Conakry. Il regroupe les cadres des départements ministériels concernés et le Conseil national du patronat. Il s'agit de coordonner les efforts pour la qualification des jeunes. Moussa Komara. Les acteurs du système éducatif se retrouvent pour tenter de mettre en place un cadre national de certification et de qualification. L'objectif général, c'est que l'ensemble du système éducatif guinéen, et notamment pour les formations diplômantes dans le domaine professionnel, que la qualification de ceux qui vont obtenir ces diplômes, leur certification à travers ces formations, soit d'une qualité qui leur permette d'être compétitifs sur le marché de l'emploi guinéen et donc de résorber de cette manière-là le chômage et les nombreux besoins en insertion professionnelle auxquels font face nos jeunes. Cette rencontre de 4 jours permettra d'identifier les problèmes qui affectent le système éducatif en général et l'enseignement technique en particulier.
Il s'agit de faire l'analyse de la situation d'ensemble du système qui va porter sur la transparence, les liens entre les programmes et les emplois, la qualité des formations et parcours d'apprentissage. Ce séminaire vient à point nommé, comme vous l'avez si bien dit, de manière vraiment à essayer d'apporter un cadre idéal au niveau vraiment de la reconnaissance non seulement de ces diplômes, parce que la question qui se pose, il ne s'agit pas seulement de délivrer des diplômes, mais il faut quand même que les diplômes-là soient en conformité avec les compétences visées et avec l'éducation vraiment de l'emploi au marché. C'est extrêmement important. Pour la mise en œuvre de ce projet innovant, le gouvernement peut compter sur l'Organisation internationale de la francophonie. L'accompagnement, ça va être de développer les programmes maintenant, que le gouvernement maîtrise, le ministère maîtrise le processus d'élaboration et de révision des programmes avec l'approche par compétences. Ça va être aussi de les accompagner pour avoir des ressources financières extérieures pour financer l'offre de formation professionnelle et de consolider, une fois que nous aurons fait tout ça, de consolider, de revenir sur le cadre, de le consolider et consolider la méthodologie pour toute l'offre de formation professionnelle. Au terme de ces journées de réflexion, les acteurs du système éducatif rêvent de sécuriser les diplômes pour mettre fin aux activités nocives des faussaires. La Guinée et les Pays-Bas renforcent leur coopération dans le domaine syndical. Un programme de 4 ans est élaboré entre la CNV et la CNTG. Il vise à former les membres de la plus grande centrale syndicale de notre pays et à promouvoir l'emploi jeune. Amadou Touré fait le point. Le gouvernement néerlandais, à travers la CNV internationale, crée un partenariat avec la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG. Objectif, promouvoir l'employabilité des jeunes à travers le dialogue social constructif. Les défis sont grands et nous réalisons que nous devons travailler ensemble pour atteindre les changements positifs. C'est pour cela que nous sommes contents de votre présence ici en tant qu'acteur clé dans le mouvement syndical, le mouvement des jeunes et de la société civile. La CNV internationale participe au renforcement des capacités des membres de la CNTG en leur dotant des outils nécessaires à la réalisation d'un changement positif. Vous savez, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le dialogue. Et quand il s'agit des jeunes, si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont s'occuper de nous. Donc il faut faire en sorte que de l'emploi soit créé en vue de trouver eux-mêmes des emplois décents pour pouvoir, n'est-ce pas, s'autosuffire en vue de donner une prospérité pour le pays. La CNV internationale est la deuxième confédération syndicale néerlandaise la plus représentative. À ce jour, elle coopère avec 14 pays du continent. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe le président des commissions, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et tous les honorables députés que la conférence des présidents initialement prévue ce mercredi 10 mai 2017 aura lieu demain donc, jeudi 11 mai 2017 à 10h précise dans la salle des actes du Palais du Peuple suivi d'une plénière à 13h à l'hémicycle. La conférence des présidents ainsi que la plénière seront exclusivement consacrées à l'examen, à l'amendement et à la validation de la deuxième tranche du projet de chronogramme de la session des lois 2017. C'est qu'on a créé le 9 mai 2017. Le président, le secrétaire général, M. Dr Mohamed Beriti. La Fédération paysanne de la culture fruitière de la Guinée-Maritime s'engage dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle organise à cet effet une campagne de dépistage volontaire des planteurs du Kindia. Mohamed Sanko. Avec une séroprévalence à 1,8%, la Guinée continue d'enregistrer les personnes vivant avec le VIH-Sida. La Fédération paysanne des cultures fruitières de la Guinée-Maritime se préoccupe des dernières statistiques et s'engage à inverser la tendance. Nous avons conçu ce programme avec la Chambre des mines pour vraiment nous aider à sensibiliser les agriculteurs. Parce que ne peut pas travailler sur la terre un monsieur ou une femme qui est malade. La campagne de dépistage volontaire engagée en collaboration avec PSI Guinée et la Chambre des mines
permet à une centaine de planteurs de connaître leur statut sérologique. Les sujets liés à la stigmatisation, la transmission et le système de prise en charge sont débattus. Cette année, on a voulu diversifier les domaines d'intervention, ne pas rester dans le monde minier, mais aller au-delà du monde minier. C'est dans ce cadre que nous menons des activités de sensibilisation et de dépistage dans le secteur agricole, au niveau du système bancaire, au port autonome, et ainsi de suite. À travers des scénettes, les planteurs de Kindia ont appréhendé l'enjeu de la prévention. La fidélité, l'abstinence et le port du préservatif ont été vivement conseillés. Un complexe islamique pour le district de Nyényéméré. C'est dans la préfecture de Tougué. La réalisation a coûté plus de 4 milliards de francs guinéens. Elle a été entièrement financée par un fils de la localité. Voici le reportage de Sori de Kira. Situé à 19 km du chef-lieu de la préfecture de Tougué, Nyényéméré est l'un des 16 districts de la commune rurale de Kolé. Le district vient de bénéficier de ce complexe islamique. Il comprend une mosquée de 700 places, une école franco-arabe de 3 classes, une salle de conférence de près de 150 personnes ainsi qu'une morgue. Des logements sont prévus pour l'imam et les enseignants. Chacun des édifices est doté d'un bloc de latrines. L'ensemble du complexe est électrifié au solaire. Le donateur Mamad Alpha Baldé estime le coût de l'ouvrage à plus de 4 milliards de francs guinéens. C'est en 2010, lorsque j'étais à la Mecque, j'ai demandé Dieu, si Dieu me donne la chance, je vais réaliser une complexe islamique dans mon village natal. La construction de la mosquée de Nyényéméré est perçue par les bénéficiaires comme un facteur de pérennisation des acquis de l'islam dans leur localité. Nous profitons donc de ce moment inoubliable dans l'histoire de notre commune pour adresser nos vifs remerciements au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour tout ce qu'il est en train de faire pour créer le bien-être de la République de Guinée. L'inauguration du complexe islamique a mobilisé membres du gouvernement, autorités religieuses du pays et la forte communauté musulmane de la préfecture de Tougué. Dans le sermon inaugural, le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a mis l'accent sur la culture de la paix, du pardon, de l'unité nationale et de la coexistence pacifique. L'ouverture du complexe islamique de Nyényéméré marque le début d'un vaste programme de construction d'infrastructures communautaires de développement dans la localité. C'est une fierté de voir son compatriote et notamment mon propre frère réaliser ce que vous avez ici, et je l'encourage. Je demande aussi aux autres de faire comme lui, d'aller sur ses pas pour se mettre au service de sa communauté. Les actions qu'ils sont en train de mener sont des actions qui aident et qui appuient le gouvernement dans ce processus de développement, surtout le développement social. Parce que ça rentre dans le cadre même non seulement de l'émancipation de l'islam dans notre pays, mais aussi ça rentre dans le cadre de l'éducation de nos enfants. Dans les prochains jours, un poste de santé sera réalisé grâce au financement du même donateur. À Sori de Kera, de retour de Nyényéméré, la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État informe les receveurs des communes de Conakry, les trésoriers préfectoraux ainsi que les retraités de la fonction publique bénéficiaires du minimum vital de la reprise du paiement mensuel du minimum vital sur toute l'étendue du territoire national. Ce paiement concerne le mois d'avril ainsi que les retardataires du paiement précédent. Janvier, février, mars, tous les bénéficiaires doivent se présenter physiquement au guichet des lieux de paiement munis de documents y afférents. Le directeur général, Frédéric Loua. La Coupe d'Afrique des Nations totale des cadets 2017. La Guinée jouera ce dimanche contre le Gabon. Le Sili cadet se prépare activement. Il a livré 2 rencontres amicales contre son homologue japonais au stade du 28 septembre. Le résumé de ces matchs avec Rachel Tedounou et Abdel Diallo. Cette double confrontation amicale entre les cadets guinéens et japonais aura tenu toutes ses promesses. Les attaquants ont fait preuve d'efficacité avec 10 buts marqués lors des 2 matchs. Si la rencontre allait a tourné à l'avantage des Guinéens 5-3, au retour, les visiteurs ont montré leur vrai visage devant un Sili cadet remanié à 40%. Puisque après la demi-heure de jeu, Tassé Mouchaoro surprend la défense adverse pour inscrire le premier but. 1-0 pour le Japon.
Secoués par cette ouverture du score, les protégés de Suleiman Kamara auront du mal à égaliser avant la pause. Au retour des vestiaires, le match va gagner en intensité suite aux changements effectués de part et d'autre. L'égalisation guinéenne interviendra à la 79e minute grâce à Abdourahmane Ba. Un but partout, c'est le score final. D'ailleurs, les deux équipes vont se départager à l'épreuve des tirs au but, 5-4 pour le Japon. Ces deux rencontres amicales ont permis aux entraîneurs de jauger le niveau de leurs équipes avant les joutes internationales. Au premier match, c'est vrai que j'ai demandé aux joueurs de presser assez haut, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, on a perdu beaucoup de ballons. Mais donc aujourd'hui on avait dit de bien former le bloc, de ne pas précipiter et puis de ne pas laisser jouer adversaire. Bon, je pense que ça a assez bien fonctionné ce que je voulais. Et si on arrive à passer ce cap, maintenant voilà, c'est à moi de voir comment remanier. Mais pour le moment, je suis sûr et certain, avec la volonté des jeunes, on peut y arriver. Il est à préciser que le Sili Cadet ouvre le bal de la CAN des U17 avec le Gabon, pays hôte, le 14 mai 2017. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur